Le périphérique qui coupe cette vue. Ensuite, justement, ce périphérique il crée vraiment une fracture entre le terrain de zone de voyage et le terrain de complexe sportif qu'on a choisi d'étendre, d'inclure à notre terrain d'études, puisqu'il propose une morphologie similaire. On peut remarquer que, mis à part le pont, on n'a aucun axe traversant ces espaces. À la fois par la topographie africaine et la force de localisation. On constate alors les grands espaces minéraux. Ce sont les tunnels, les plaines et la route. À cause de cette dernière, ces espaces ne dominent pas. Comme au programme de la formation non la présence des gens du voyage pendant une certaine période de l'année et le fait que le terrain soit inondable. Ici, la route qui est très imposante et qui pourra devenir un atout. Comparé au terrain des gens de voyage, cet espace est beaucoup plus entretenu et ne pourrait pas en être usage. Les alternatives du site sont les points les plus possibles sur la ville, le château, l'église, la lac qui mène ainsi que les lieux secondaires. Cependant, du côté gauche, nous sommes très exposés au bruit de la route. Ainsi qu'ici, la sorte de présenter tard atteint du gel. D'ailleurs, il n'y a que de ce côté où nous ne pouvons pas accéder à la route. Ce qui montre aussi par notre visite de samedi, nous avons constaté les autres obstacles, le créage de l'espace, une conséquence de fossé et puis en même temps la dangerosité de la voie rame. Ici, on peut constater l'impossibilité pour les piétons. On peut constater l'impossibilité pour les piétons de traverser de la mer. Les structures comme la empêchent la protection de la tranquillité. Donc on voit ici que la voiture est omniprésente, mais on peut tout de même hiérarchiser les routes par le passage plus ou moins rythmé et également la taille de leur voie. Donc comme dit précédemment, les espaces piétons qui s'arrêtent ici et les pistes cyclables qui sont quasi inexistantes juste là et là. Et au final, pas de bus ni de tramway. Et donc des activités très différentes qui cohabitent. Donc plutôt du loisir à l'est et au lac de Maine, et au centre, la déchetterie, le centre de tri, le traitement des eaux, donc des espaces relégués du centre-ville. Un éclectisme qui nous laisse penser qu'il y a peu de lien entre les usagers. Ici, sur la temporalité des routes, c'est basé sur les horaires de travail, donc matin, midi et soir en semaine, et les activités de loisirs plutôt le week-end, à l'exception du coup de la route qui mène vers la déchetterie, qui va être utilisée plus le week-end, et ponctuellement la route qui mène vers le barrage. Donc après ces observations qui sont le peu d'espace pour les piétons et cyclistes, ainsi que le peu d'attrait qu'offrent les lieux, on souhaiterait proposer un nouveau parcours à travers l'ensemble du site qui tisserait de nouveaux liens physiques entre les deux plaines et la Maine. Nous nous concentrons donc sur 3 zones en particulier. Donc la première zone, c'est la zone du sud. Donc c'est une zone qui est aujourd'hui le seul accès possible pour le terrain d'accueil des gens du voyage. À pied, c'est très compliqué d'y accéder et l'hétérogénéité des activités, la station-service, la déchetterie, la location de véhicules complexifie en fait la fonction de ce lieu. Et aujourd'hui, c'est surtout un espace qui est dur à qualifier. Donc pour notre projet, on aimerait en faire une porte d'entrée potentielle du parcours. Il faudrait imaginer un vrai accès pour les piétons et les vélos et pourquoi pas un espace pour stationner les véhicules. Ce programme doit prendre en compte les passages les plus rapides aux flux lents mais aussi l'entrée des caravanes sur le terrain. Deuxième point, c'est l'élément du centre. Donc, il pose réellement la question du lien physique entre les deux plaines. On voit qu'elles ont un rapport différent avec la route. D'un côté, l'une est très protégée, voire physiquement et visuellement, l'autre beaucoup moins. Donc, ce serait l'idée de proposer un nouveau franchissement qui passerait au-dessus de la route, soit par un abaissement de celle-ci, soit par une surélévation du parcours. L'utilisation du végétal pourrait permettre de créer un nouveau paysage et de se protéger du bruit. Ce franchissement en milieu du parcours proposerait uniquement des circulations douces. Ensuite, dernier élément, donc au nord, on a des courbes de niveau qui nous guident vers le pont. Malheureusement, comme il a été dit, c'est un pont qui n'est pas accessible aux piétons, alors que la rive d'en face, où les berges sont très aménagées, attire énormément les enfants. Donc l'idée, ce serait de proposer peut-être un pont qui parasite le pont existant,
qui vient en continuité du parcours, qui lui-même suit les courbes de niveau et la typographie, donc qui prendrait des hauteurs différentes. Et on se servirait de ces hauteurs différentes pour créer différents niveaux de circulation, piétons, vélos, etc. Et pourquoi pas proposer ensuite des points de vue sur l'année. Donc pour résumer, on arrive à avoir un parcours traversant ponctué par 3 étapes. Une nouvelle entrée qui donnerait plus de place aux piétons et aux cyclistes. Ensuite, un deuxième accès qui pourrait permettre de traverser cette route qui est un vrai obstacle. Et ensuite, en continuant les courbes de niveau, on arrive au pont. À la Biennale, nous avons marqué un projet dans le pavillon central. C'est le projet Warwick Triangle à Durban, en Afrique du Sud. C'est un travail sur la requalification d'un quartier très marqué par les routes aériennes. Et donc, ils vont réaliser un ensemble d'infrastructures, donc des escaliers, des passerelles, des passages piétons. Alors, les références au niveau de l'échelle urbaine, on a différents projets de ponts, de passerelles et des passages piétons et cyclistes. Donc, souvent des sites qui étaient confrontés aux mêmes problématiques qu'à Angers, et par exemple celui de Buffalo ou de Bridge over Segunda Circular à Lisbonne. Donc, ils ont dû composer avec des axes routiers importants. Enfin, à l'échelle architecturale, nous nous sommes intéressés à des structures ou des installations jouant avec l'essence, des structures légères qui peuvent parfois proposer des alternatives pour se détendre. Ce sont des matériaux légers, bon marché et pourquoi pas locaux. Donc pour nous, ça pourrait être des pistes un peu pour créer un fil conducteur pour nos trois pôles. Merci. Donc nous, on s'est intéressé au territoire plus large des domaines, qui se trouve donc sur la rive sud d'Angers. Donc là, on a quelques photos de notre site pour illustrer les atouts paysagers et aussi la forte présence des gens du voyage, donc sur des grandes plaines très vertes. Et donc, il faut savoir que cette présence des gens du voyage n'est pas voulue par ceci, par eux. Parce qu'en fait, c'est la ville qui a imposé un peu par défaut ce plantation. Et donc, on voit sur les autres images une relation à la Maine avec des berges assez larges et la présence d'un petit bois avec une ambiance assez agréable. Donc, lors de notre première visite, on a eu une sensation un peu comme si on allait se trouver sur une île qui était vraiment isolée du reste de la ville, et notamment de la rive opposée qui est celle du lac de Maine, qui est vraiment très active comparée au site sur lequel on se trouvait, qui était très pratiqué par les enfants. Et alors ce qui était marquant aussi, c'était que le site était vraiment délimité par la route, qui était vraiment une forte limite et qui apportait une forte présence sonore sur le site. Et après, on a fait des analyses de l'ensoleillement. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a très peu de zones ombragées, juste sur les bancs Bon, on voit très bien, en fait, ici, on a des arbres et les zones portées sont vraiment très faibles et le reste du site est vraiment très dégagé et très vert. On remarque que dans l'installation des gens de voyage, on a des formats assez concentrés et concentriques, plutôt que linéaires, et du coup on a une impression de solidarité dans cette communauté, donc plutôt que quelque chose d'assez isolé. On l'a remarqué d'ailleurs dans d'autres exemples, donc à Lorient, à Nantes et à Angers. On a essayé de voir comment s'étaient installés les gens sur ces territoires-là, et on voyait que sur des territoires plus petits, on avait une installation qui était vraiment propagée et qui était complète dans le territoire. Sur le nôtre, on remarque que oui, c'est concentré, mais pourtant, on n'est pas vraiment sur le territoire de façon optimale. En fait, ce qu'on avait identifié comme des vues vraiment agréables au quotidien, des zones climatiques qui étaient intéressantes, donc ombragées, voilà, qui n'étaient pas forcément occupées. Donc on s'est demandé pourquoi. Et en fait, on a observé les réseaux. On s'est rendu compte que sur un terrain de 2 hectares, on n'avait que 2 branchements de réseau à l'eau et à l'électricité. Alors là, on se trouve en présence du coup de 170 personnes à peu près avec 55 caravanes.
et on voit qu'ils sont de très mauvaise qualité. On a beaucoup de réparations. Lorsqu'on y est allé la première fois, on avait beaucoup de branchements, des choses qui se croisaient, des tuyaux percés. Donc on a remarqué que l'implication de la mairie dans l'octroi de ce territoire était vraiment pas optimale et du coup mettait en danger soit leur santé, donc il y avait un impact dangereux électrique, mais aussi hygiénique. Et donc là on voit sur les réseaux que leur concentration est plutôt raccordée que vraiment implantée. Donc on voit qu'ils n'ont pas non plus accès à tout ce qui est réseau de déchets, ni réseau sanitaire. En fait, on l'a découvert en se baladant sur ce qui nous paraissait l'endroit le plus agréable du territoire, donc les rives et le sous-bois. Et on voit en fait que la plupart des déchets qui sont ici, c'est parce qu'il n'y a pas de zone de concentration de déchets. Et du coup, on perd toute une zone hyper intéressante, toute une zone qui pourrait être occupée par les voyages de manière beaucoup plus optimale. On sait en plus qu'on se trouve dans une zone inondable. Donc là, on voit selon les niveaux. Donc en fait, ce qu'on peut supposer, c'est que tous ces déchets qui sont localisés sur les rives peuvent être charriés par les crues. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait, qu'on peut préparer. Donc en soi, on peut essayer d'éviter ce phénomène-là. Donc en dézoomant, on se dit, si les déchets sont charriés, quel impact ça peut avoir à échelle locale, à échelle plus générale. Et on a marqué en fait la présence ici d'une station d'épuration qui est à 1 km de notre territoire. Donc on s'est dit, ok, une station d'épuration, c'est peut-être pour donner l'impression justement d'une ville propre, une sortie de ville où on cherche à rejeter le moins de déchets possible. Or, est-ce que c'est vraiment logique lorsqu'on a à 1 km des déchets beaucoup plus importants que des pollutions d'eau qui sont charriées? Ensuite, on a encore dézoomé sur le territoire et on s'est rendu compte, donc, dans un premier temps, il y a le territoire proche de notre site. Il y a la présence de la station d'épuration et de la déchetterie de la ville, avec plusieurs zones écologiques et de l'intention de la ville d'avoir une sortie de ville propre. Et quand on s'éloigne encore plus, on voit qu'il y a une grande zone maraîchère et qui pourrait faire partie, et qui fait sûrement partie de l'économie circulaire avec la zone d'épuration. Donc là, on avait montré vraiment la succession entre la station d'épuration, la déchetterie et notre site. Et la proximité en fait de ces installations, puisqu'il n'y a même pas 1 km entre le site et la station d'épuration. Et en haut à droite, ça illustre aussi la proximité avec la mairie. Donc l'intérêt, c'est peut-être justement de travailler sur un territoire en réseau. En réseau, pourquoi? Parce que cette station d'épuration, c'est pas une station d'épuration lambda. En fait, on se trouve sur un potentiel hyper fort danger. On est sur une station de pointe qui en fait va traiter toutes les eaux du bassin du coup, va redistribuer l'énergie dans l'agglomération et donc dans Angers et son agglomération. En fait, on est face à un système de filtration de l'eau qui génère de l'énergie grâce à un système innovant et on génère du biométhane qui est réinjectable dans le réseau, donc une source d'énergie. Donc là, on a le système de fonctionnement de cette économie circulaire. Donc, dans un premier temps, il y a la récolte des déchets organiques et ensuite traité dans la station pour permettre la création de biométhane et aussi d'électricité injectée dans le circuit de la ville. Donc, lorsqu'on a été sur le terrain, on a déploré l'absence des gens du voyage. Donc on a pris conscience que le terrain doit être occupé aussi bien par des centaines de personnes que par autrui. Donc en fait, on a essayé de relier avec les perceptions qu'on avait déjà, voir ce qui perdurait même lors de leur absence. Donc on voyait que l'impact sonore était très important, mais surtout que les déchets qu'on avait remarqués étaient restés. Donc en fait, ce qui nous intéresse, ce serait de résoudre ces problèmes pour le quotidien et non pas pour un événement ponctuel, c'est-à-dire traiter les déchets et pourquoi pas mieux mettre en réseau ce terrain pour pouvoir donner un accueil acceptable en tout cas. Donc sur le dispositif éphémère qu'on avait étudié à Venise, on s'est intéressé en fait, à l'exemple de Birmingham, qui est la ville qui est partie de rien. Donc pour en fait mettre en réseau des milliers de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est que grâce à son évolution concentrique, on a une possibilité d'accroissement du site qui se fait de façon automatique et assez simple. Et en fait, ce qui est pas mal dans cette disposition, c'est qu'on génère des coordonnées. On génère des coordonnées et du coup on génère des repères, des petites places et du coup
coup de la sociabilité sur le terrain grâce à des dispositions. Donc on voit qu'on a aussi des cellules du coup, qui sont définies, et ces cellules-là, on peut les mettre en place, mais tout en laissant la possibilité de se l'approprier exactement comme on le souhaite. Donc quelque chose de beaucoup plus... les cités-jardins en fait, d'Edward Howard, c'est un système aussi de mise en réseau circulaire qui nous a intéressés parce que lui, il cherchait à mettre à profit aussi la ville, à créer une ville qui soit agréable en rejetant les réseaux donc plutôt à l'extérieur. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait faire, créer un dispositif qui permette de la sociabilité et surtout une meilleure condition de vie pour pouvoir occuper le site de façon optimale. On cherche justement des méthodes de représentation peut-être inspirées de la biologie ou alors vraiment de la mise en réseau assez simple. Et donc, notre intention de projet, ce serait de créer une structure pour les gens du voyage qui s'inséreraient dans le terrain, avec une notion sociale assez forte, et avec la création de différentes classes communes avec des échelles d'intimité différentes en fait. Et en proposant des services de l'ordre sanitaire ou de la récupération des déchets plus simple pour les gens du voyage. Et ensuite, donc, ce qui serait important, c'est comme on voit, donc, il y a beaucoup il présente beaucoup de courbes qui sortent vers la mer. Et puis, ce serait vraiment de tourner vers les agricultures qui sont les gens vers la mer et de faire front au bruit qui pourrait venir de la route. Et on a développé donc, quelques schémas qui seraient un peu circulaires, ou du moins qui se concentrent vers un point commun. Avec un fédérateur, une gens de la Chine, et on laisse les motifs pour illustrer après la possible collaboration avec la station d'épuration qui permettrait d'apporter l'électricité et le gaz sur le site. Du coup, par l'harmonisation en fait, de tout le territoire des Baumettes, ce qu'on chercherait avec nos dispositifs pour les gens du voyage, ce serait au sein d'un environnement qui se veut exemplaire écologiquement, on voudrait créer un modèle exemplaire socialement. Et donc ça, on va voir avec cette photo, donc en point de vue de financer sur le domaine, et ce système de certification qu'on voit en face parfaitement permet de montrer la dualité des rues, c'est-à-dire entre notre rue qui n'est pas du tout aménagée et celle d'en face qui est tout à fait prévue pour le public. Et alors, le titre, c'est une deuxième chose importante qui était l'autonomie totale des gens du voyage que nous souhaiterions préserver et à intégrer une note de nomadisme. Donc dans ces pratiques, ces matériaux, l'ancrage au lieu, la légèreté et le faible impact sur le territoire. C'était une belle adaptation à la grande variabilité du site conduit. Et du coup, sur ce site, outre l'enclavement par rapport à la route dont a parlé le premier groupe, les nuisances sonores qui sont générées, les diverses activités qu'on a relevées avec les gens du voyage et l'implantation des caravanes, on trouve intéressant de travailler sur le paradoxe des vues en parallèle avec notre travail sur San Giorgio à Venise, et donc sur la question de mise à distance, de jeu d'opacité et de transparence, de vue traversante. Et donc voici une première photo issue du workshop avec Marc Lyon. Donc c'est une vue prise depuis le site qui permet d'appréhender la grande qualité paysagère du site, à la fois avec la végétation, la nature changeante de l'eau, et on retrouve aussi l'idée de port d'attache, une interaction possible avec les gens qui pratiquent la mer en bateau. Mais on peut aussi renverser ce point de vue. Et ici, on observe le site d'en haut depuis le pont qui permet d'accéder à Angers. Et on remarque que depuis ce point de vue, on aperçoit à peine les caravanes, mais la plateforme de l'écluse, elle, est plutôt mise en valeur. Et on souhaite du coup ajouter à nos enjeux la question de l'identité du lieu,
de l'image qu'il pourrait à la fois renvoyer à ses occupants mais aussi à la ville. Et donc, en réponse à ces problématiques, nous souhaiterions, comme l'a dit Quentin, réidentifier ce site aux yeux de la ville et conserver sa totale autonomie. Et donc, ça, c'est un peu ce qui fait foi pour nous. Et ce principe-là, il serait finalement extensible à plusieurs autres sites dans la ville que nous avions identifiés avec des problématiques relativement similaires. Et donc, on aurait une relecture comme ça du territoire qui se ferait via l'apparition d'objets de curiosité, des structures qui créeraient la surprise, des micro-événements qui ponctueraient la ville et redonneraient une visibilité à un site. Et donc, ils inviteraient à l'interaction et micro-rassemblement. On est sur des dimensions d'à peu près 16 mètres carrés au sol. Et voici donc une première référence qui mobilise ces idées. Il s'agit des refuges périurbains de Bordeaux qui ont été réalisés par le collectif Bruno Fuego, comme vous pouvez le voir. Ils nous ont intéressés pour plusieurs choses, à la fois l'aspect objet en lui-même, qui est original, intriguant, mais également la question de l'implantation avec la question des accroches minimales et un rapport site particulier. Et donc là, le nomadisme qui est réinvesti dans des attaches légères, des impacts minimums, et par contre un ancrage très fort au territoire qui se fait via les vues, donc la vue qu'on a et la vue qu'on donne, et via l'appropriation en fait. Et donc un second projet qui est la Villa Riviera, qui est certainement le projet le plus proche de ce qu'on envisage de faire à Angers. On y retrouve à nouveau la question de l'objet avec une esthétique identifiable, aussi un objet qui est posé, mais on a également la question du dimensionnement et de l'importance des vues cadrées qui nous semblait très intéressante pour le niveau de notre projet. Et donc après, pour revenir à la grande échelle, l'idée ce serait comme ça d'avoir plusieurs structures qui ponctueraient la ville et qui feraient une sorte de relecture de la ville dans une cohérence générale, et ce serait comme des points d'attache, des points de repère à un moment donné. Et ça permettrait de recréer du lien en attisant la curiosité. Et donc à nouveau un autre projet qui vient appuyer le propos, c'est le projet de Sana qui a été présenté à la Biennale de Venise, un autre groupe l'a déjà évoqué. Et ici on est sur un programme différent, donc avec une dimension qui est plus culturelle, et on retrouve à la fois la même idée de requalification du territoire au cours, avec des interventions ponctuelles et des objets qui mettent en valeur les territoires qu'ils investissent. Et maintenant on peut se demander qu'est-ce que ça donne quand on met en confrontation ces dynamiques qu'on vient d'évoquer et le site en lui-même. Il nous est vite apparu l'évidence de s'installer sur la plateforme de l'Écluse, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et ceci pour les vues et aussi pour le rapport particulier que ça nous permet d'amener avec les gens du voyage, comme on va pouvoir le voir sur cette photo, parce que ça nous permet d'avoir une distance respectueuse vis-à-vis d'eux, avec cette arrière végétale qui est très très présente sur le site. Donc cela consiste en même temps à ne pas trop attirer les regards sur eux, mais aussi à ne pas leur imposer notre intervention, mais plutôt leur proposer de redécouvrir un lieu qu'ils n'utilisent pas vraiment à l'heure actuelle. Donc ça passerait aussi par le réinvestissement de certains usages déjà présents sur le site. Donc là, par exemple, qui cache, il est quand même sur l'Écluse. L'idée, ce serait de lui proposer potentiellement de continuer cette activité, mais dans une structure qui serait a priori moins dangereuse et plus adaptée aux différentes conditions et à la variabilité du site. Et donc avec les couples, on peut voir effectivement que l'on monte particulièrement haut. Et donc la structure serait adaptable aux inondations aussi. Alors bon, toujours dans la question de quel type d'attache on met, comment ça se tient et ainsi de suite. Mais en tout cas, réinvestir ces usages dans un contexte plus sain et plus adaptable de temporalité. Et donc plusieurs autres scénarios d'activités proposées, donc simplement stabilité, se reposer ou se rencontrer, mais on a aussi l'idée d'attirer un moment peut-être, inviter en tout cas des curieux à venir, c'est plus de l'ordre de l'invitation, se poser sans s'imposer comme je dirais, mais de proposer pourquoi pas des zones ombragées aussi. Et donc voici un premier collage avec donc, le projet de la Villa Riviera qu'on a vu tout à l'heure, et qui nous permet de se rendre compte du gabarit qu'on a choisi, puisqu'on envisage des dimensions plus ou moins similaires, et aussi de l'impact que pourrait avoir le projet dans le paysage par rapport à l'emplacement qu'on a défini. Et donc ici, ce serait la vue depuis le pont de l'extérieur. Et donc finalement, on peut revenir à la grande échelle qu'on évoquait tout à l'heure, et avec le questionnement de peut-être d'autres lieux d'intervention de même ordre. Alors on a vu que le groupe du Four à Chaud travaillait un peu sur la même question, est-ce que ça pourrait être en lien? Et ici on a quelques autres sites qu'on a commencé à envisager et qui pourraient être investis. Merci de votre attention.